Bienvenue dans cette mini-série de l'été dédiée à celles et ceux qui s'installent à l'étranger. Si tu prépares un déménagement cet été, ou si tu te poses simplement la question, tu es au bon endroit. Dans chaque épisode, on explore une ville avec quelqu'un qui y vit déjà. On va parler de budget, de démarches administratives, du système bancaire et du logement. C'est un mode d'emploi concret pour t'aider à y voir plus clair et éviter les mauvaises surprises. Aujourd'hui, on part avec Aurélie à Atlanta. Alors Aurélie, tu venais quand même de me dire, après notre premier problème technique, euh, la beauté de pouvoir se parler en fait et d'enregistrer cet épisode. Alors je sais pas si tout le monde est au courant, mais je vis au Zimbabwe et j'enregistre 100% de mes épisodes en remote. Et aujourd'hui, on part avec toi aux États-Unis et plus exactement à Atlanta. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée ici, Elisabeth. Et effectivement, c'est en dépit des petits soucis qu'on a eu pour se connecter, ce qu'il faut retenir, c'est que tu es au Zimbabwe, je suis à Atlanta et on est en train de se parler exactement comme si on partageait un café dans la même pièce. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Magnifique. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas, tu as lancé le Bottin mondial et tu m'as C'est ça. interviewé l'année dernière au mois de décembre quand je lançais ce projet qui était encore à l'état de formation et pas encore à l'état de podcast. Est-ce que tu peux un peu expliquer aux auditeurs comment tu es arrivé à Atlanta et comment tu as lancé ce projet? Alors, Atlanta, ça fait 10 ans exactement. On a fêté nos 10 ans il y a quelques jours. On arrivait du Bravo. Brésil. Donc voilà, on a choisi Atlanta pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Au fil de l'eau, on va dire, j'ai fait des observations sur le comportement des gens sur Internet qui posaient des questions en fait pour trouver des professionnels français à l'étranger. Et puis, bah, ça a été de fil en aiguille que j'ai eu l'idée de monter l'équivalent des pages jaunes pour les Français à l'étranger, à l'international. Et en fait, j'ai réalisé que ça n'existait pas. Donc, c'est ça qui m'a poussée à le faire. Et j'ai réalisé aussi qu'il y avait un gros besoin, mais j'avais pas mesuré le besoin vraiment à quel point il était énorme au moment où je l'ai lancé. Mais aujourd'hui, c'est 14 mois d'existence et il y a quasiment 40 000 visiteurs sur le site. Donc le besoin est énorme. Donc voilà, si vous êtes un professionnel et que vous écoutez, l'abonnement pour les professionnels est de 12 $ par an. Donc c'est un projet fédérateur qui veut en fait associer tout le monde parce que j'estime que tout le monde est important. Voilà. Et c'est un magnifique projet et c'est un plaisir de discuter avec toi parce que, si on peut le mentionner, tu fais aussi des articles pour mettre en avant le travail des Français à l'étranger. Et ça, Tout à c'est fait. Ouais. magnifique. Ouais, c'est un service que je propose à côté et donc en fait mon objectif c'est de montrer, d'expliquer, de dire ok bah c'est quoi ce monde de l'expatriation, les Français ok ils s'expatrient mais après une fois qu'ils sont expatriés qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, quels sont les obstacles, comment on les surmonte, etc. C'est vraiment ça se veut inspirant et c'est ça Salé. qui est pour moi c'est hyper intéressant pour moi de découvrir tous les profils et tous les profils sont intéressants et vraiment, j'adore valoriser les autres. Donc, pour moi, ça se combine bien avec ce que je fais. Donc, on va mettre le lien vers ton site dans la description. Si jamais Merci. vous avez besoin de fournisseurs français, francophones ou que vous voulez être enregistré sur le site d'Aurélie, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on Tout va à fait. parler ensemble d'Atlanta. Et on va faire un petit point 360 sur ce qu'il faut prévoir quand on Mhm. emménage à Atlanta d'un point de vue financier administratif. Est-ce qu'on peut commencer avec le budget à prévoir pour les premiers mois quand tu arrives sur place? Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on parte sur une famille de 4 personnes? C'est la moyenne, tu vois. Magnifique. Donc, voilà, 2 enfants, 2 parents. Donc, en fait, les premiers mois, ben, vous allez être en location parce que ça va pas être possible, enfin, sauf cas extrême, d'acheter une maison. Donc, pour le budget, il faut prévoir à peu près 3 000 $. Vous n'allez pas être logé dans du luxe. Et tu auras une maison? À 3 000 $, tu vas avoir une townhome, donc c'est-à-dire une maison mitoyenne ou un appartement. Ça peut se trouver. Alors la solution appartement, c'est pas mal parce que du coup, ça vient avec toutes les piscines, salles de sport, etc. Donc ça peut être une bonne solution. À partir de 5 000 $, là, tu vas trouver une maison.
avec un jardin, voilà. Donc quand on a des enfants, c'est vrai que c'est plus sympa, mais bon, ça fait des gros budgets, hein. Après, tout est relatif, mais voilà, Mais on est aux États-Unis. on est aux États-Unis. Je pense qu'il faut, dans l'absolu, prévoir large. Plus on prévoit large et moins on aura de catastrophes. Donc voilà, les niveaux, c'est ça. Ensuite, la voiture, au début, vous allez louer une voiture. Donc là, il faut compter à peu près 1200, 1500 dollars par mois. Pas possible, enfin très très compliqué de se déplacer dans Atlanta sans voiture. Donc éventuellement prévoyez une voiture par adulte. Les transports en commun sont pas idéaux. Il faut vraiment vivre proche d'un métro pour que ce soit possible. Dans l'absolu, c'est vraiment bien d'avoir chacun sa voiture. Ensuite, il y a la téléphonie. Donc ça, c'est assez surprenant. On s'attend pas du tout parce que surtout quand on vient de France ou même d'autres C'est pays, en vrai. fait, où c'est pas cher, ici, les systèmes d'installation, les infrastructures ne sont pas sponsorisés par l'État. Donc c'est chaque entreprise de téléphonie qui a ses investissements. Donc du coup, c'est quand même très cher. Donc après, il y a des forfaits famille. Donc tu vas trouver un forfait pour 4 lignes à 200 dollars par mois. D'accord? Et ça peut inclure Internet pour la maison. Donc, faut aller voir un peu les différents packages, mais ça va faire partie des premières démarches parce qu'on a absolument besoin d'appeler, communiquer, être connecté. Ensuite, en ce qui concerne les écoles, donc si les enfants sont dans l'école publique, le gros plus, c'est que tout est gratuit, y compris le bus scolaire. Donc voilà, on dit qu'il n'y a pas de transport en commun à Atlanta, mais il y a quand même les bus scolaires et ça c'est un super système parce que déjà les enfants tout de suite ils sont dans le bain américain, hein, montés dans le bus mythique. Ils sont sûrs d'arriver à l'heure à l'école. C'est hyper sécurisé et donc et on n'a pas le casse-tête de devoir aller chercher les enfants, les déposer, etc. Donc ça c'est pour le côté privé et pour prévoir un budget en fait. Donc le seul budget par rapport à l'école, ça va être les fournitures scolaires, et il y en a pas énormément. Et puis le repas, parce que là, ne comptez pas trop sur les cantines publiques, c'est pas génial. Donc il faut faire des lunchbox, etc. Donc il y a ça à tenir compte, mais enfin bon, c'est pas des gros budgets non plus. Tu as des écoles publiques super partout dans Atlanta, donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Ou est-ce qu'il y a quand même des quartiers, des zones où tu vas privilégier une école privée ou une école française? Ça a été notre choix. En fait, on a basculé nos enfants du système français dans le système américain. Donc, du coup, on s'est dit, si on les change de système, il faut qu'on les change pour quelque chose qui soit vraiment bien. Sinon, on le fait pas. Et donc, on a cherché les meilleures écoles. Et ta question est très juste, c'est qu'en fait, il y a un ranking, donc un classement des écoles qui sont notées de 1 à 10 avec différents critères. Et donc, on peut voir quelle école va mieux correspondre. Et donc, effectivement, il vaut mieux viser des écoles notées 9-10. Et il y a un quartier à Atlanta qui est pas mal, qui s'appelle East Cobb, c'est à Marietta. Et en fait, c'est un des seuls endroits où les 3 niveaux d'école sont notés 10. Donc, c'est-à-dire que tu vas être tranquille pour toute la durée du séjour, quel que soit l'âge des enfants. Donc ça, c'est pas mal. Et quand on va acheter une maison, par exemple, du coup, l'investissement ne perdra pas de valeur parce que tous les gens qui habitent le quartier ont à cœur que les écoles continuent à être bien notées. Alors, en fait, c'est un effet vertueux. Donc ça, il faut en tenir compte. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'expatriés français qui, quand ils font le choix de mettre leurs enfants dans les systèmes publics américains, font le choix de Marietta et de spécifiquement East Cobb parce que les écoles sont excellentes. Voilà. Du coup, pour les écoles privées, est-ce que tu as un budget un peu en tête de combien ça va coûter euh, pour cette famille de quatre personnes avec deux enfants? Il faut prévoir au moins 30 000 dollars par enfant et par an. Parce qu'en fait, il y a le Et ça, prix de quel la que soit le niveau. scolarité. Oui, parce qu'il y a la scolarité. Mais après, ce que les écoles oublient de dire, c'est qu'il faut acheter un ordinateur, il faut acheter un uniforme, il faut acheter certaines fournitures scolaires. Parfois, les enfants sont obligés de faire un voyage scolaire. Donc, ça rajoute en fait énormément au budget. Donc, le budget école privée, c'est à regarder avec minutie pour ne pas se planter. Oui, parce que ça pique.
Alors après, il y a une autre, pour le volet école, en fait, il y a une autre solution, c'est de mettre les enfants effectivement dans l'école publique américaine et après de les inscrire dans un système complémentaire. Et il y en a plusieurs, et vous pouvez les trouver sur le Bottin mondial, où ça va être un complémentaire à la scolarité américaine. Donc les enfants vont être complètement bilingues. Ils vont à la fois maîtriser le français, l'anglais et les deux systèmes scolaires sans décrocher complètement du système scolaire français pour réintégrer une école française éventuellement dans un autre pays ou en France. Parce qu'en fait, il y a des gens qui s'expatrient pour une durée limitée. Ça m'est arrivé 6 fois. Je, je sais de quoi je parle et c'est très rare qu'on prenne racine quelque part. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas ça au départ. Donc après, voilà, on ajuste, mais effectivement, c'est l'objectif de la famille, c'est de rentrer ou de réintégrer le système français. Il y a cette possibilité. Je te remercie de le mentionner parce que c'est aussi une préoccupation pour les familles, Complètement. de maintenir le français, pour réintégrer une scolarité après. Voilà, tout à fait. Il y a ça et puis après, bah, il y a les enfants eux-mêmes, hein, qui ont besoin aussi de trouver leur zone de confort, donc il faut en tenir compte. Et après, à Atlanta, il y a une école française. Enfin, c'est une école internationale qui a un cursus euh, homologué par l'éducation nationale. Mais là, pareil, on est dans ces budgets-là, hein. On est à 30 000, même, je pense que maintenant, c'est plus de 30 000 dollars par an et par enfant. Donc il faut vraiment faire attention. Et si je choisis d'aller vivre à Marietta, comme tu mentionnes, est-ce que du coup les loyers sont aussi plus élevés parce que je suis à côté des meilleures écoles? Alors, ils vont être plus élevés qu'un quartier où tu as des écoles pas terribles, tu vois, forcément. Mais là, quand je te dis une maison à 5 000 dollars, tu trouves. Et ça va pas être un truc grand luxe, mais tu t'en fiches, c'est une location, tu vois, et voilà, ça va être très sympa parce que ça va être une maison typique américaine, climatisée, enfin, avec tout le confort. Et puis après, ça permet de construire la suite du séjour après les quelques mois, justement, de première installation. Du coup, là, c'est super parce que tu nous as donné vraiment des chiffres qui permettent à une famille qui veut s'installer aux États-Unis d'avoir une bonne idée de combien ça va coûter. Et en fait, ça coûte très cher si tu veux euh, avoir un logement acceptable pour ta famille de 4 et être à côté des bonnes écoles pour éviter de payer ces fameux 30 000 € par enfant. Effectivement, tu vois, ce que tu gagnes d'un côté, bon ben voilà, faut le compenser un peu de l'autre. Mais après, les chiffres que je donne, il faut absolument les affiner. Il faut se faire accompagner en fait, hein. Une des choses à savoir sur les États-Unis, c'est que bah, surtout quand on embarque sa famille, quand on est tout seul, bon, c'est un peu moins grave. Mais quand on embarque sa famille, il faut vraiment mettre des barrières. Il faut vraiment savoir où on va. Donc il y a pas mal d'informations à piocher et puis bien faire son plan. Un autre aspect aussi et qui compte aussi dans les premiers mois où on s'installe, c'est l'assurance, notamment bah, l'assurance habitation, ça sera pas très cher. Par contre, l'assurance voiture, hein, qu'il faut associer. Donc là, sur l'assurance voiture, on est à peu près 300 dollars par mois. Donc c'est pour les deux voitures, on va dire, tu vois. Après, ça dépend aussi de la cylindrée, ça dépend de voilà du choix de la voiture Que tu as lui-même. choisi. J'ai un peu peur de l'assurance santé, du coup. Ouais, là c'est un volet complètement différent, mais je vais l'aborder. Et en fait, justement dans le contrat expatriation, il faut penser à l'assurance santé. Ça c'est un des premières choses à faire. Donc en général, les sociétés qui expatrient leurs employés ont des packages santé. Et donc là, vous prenez le top du top, vous choisissez, vous payez le complément, mais vraiment ne rognez pas là-dessus, c'est vraiment indispensable. Et puis aussi prévoir, s'il y a des enfants petits, un budget pour la crèche, parce que les crèches sont très très chères aussi. On est dans de l'ordre de 3 000 dollars par mois. Donc soit ça, soit ben, embaucher une jeune fille au pair, hein. Aussi, c'est pas mal parce qu'une jeune fille au pair, elle va s'occuper de plus qu'un enfant. Ça permet d'avoir une présence dans la maison. Enfin voilà, ça peut être aussi Il y a des une autre. alternatives, du coup. Tout à fait, tout à fait. Sur l'installation, tu disais qu'il faudrait se faire accompagner, c'est le mieux quand on arrive aux États-Unis, surtout en famille. Est-ce que tu parles de l'aspect, budgétaire pour pas se tromper et savoir faire les bons choix pour sa famille? Ou est-ce que Complètement. c'est aussi sur toutes les démarches, administratives ou même d'ouverture de compte bancaire? Déjà, de toute façon, avec votre visa, vous avez forcément été accompagné pour partir aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui font des webinaires, il y a des gens qui font des podcasts. Donc, piochez un maximum d'informations.
pour vraiment affiner votre plan d'expatriation aux États-Unis. Et bien sûr, il y a des employeurs qui ont déjà du personnel à Atlanta. Donc là, vous connectez avec ces personnes-là. Voilà, il faut vraiment aller piocher plein d'infos avant d'arriver. Et après, une fois sur place, ben là, il faut se faire accompagner parce qu'il faut un agent immobilier qui vous négocie votre contrat, qui potentiellement sera votre agent aussi pour le jour où vous achèterez une maison si c'est ce que vous voulez faire. Et puis après, pour les démarches, on peut les faire soi-même. Donc les démarches, lesquelles sont-elles? Le premier truc à faire, c'est obtenir son numéro de sécurité sociale. Donc il faut aller à l'administration en personne avec son dossier de visa, les papiers, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi d'être conseillé, soit par l'avocat d'immigration qui vous avez votre visa, soit par une société de relocation, par exemple. Ça peut être aussi un bon investissement d'avoir quelqu'un à vos côtés qui va vous suivre pour toutes ces démarches, les inscriptions à l'école, etc. Et donc, sans Social Security Number, donc le fameux SSN, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas inscrire vos enfants à l'école, vous ne pouvez pas ouvrir de compte bancaire. C'est vraiment la clé de tout. Donc, c'est la première démarche. Donc, une Il faut fois pas se qu'on a rater. le... Non, non. Et bon, après, on l'obtient rapidement et après, c'est le sésame pour faire toutes les autres démarches. Donc après, ouvrir un compte en banque, ben, c'est très simple. Il y a plein de banques. Donc c'est bien de choisir une banque nationale parce que du coup, elle aura plus de bureaux partout et puis au niveau des applications Internet, etc., c'est quand même mieux fait. Donc nous, typiquement, on a ouvert à Bank of America. Ils vont demander la provenance des fonds. Donc voilà, sur une note un peu légère, moi j'arrivais du Brésil, donc quand je suis arrivée avec mes fonds et j'ai voulu rigoler avec le banquier, heureusement il a rigolé aussi. Donc j'ai dit bah je viens du Brésil, à votre avis mon argent il vient d'où? Enfin voilà, donc il a rigolé, ça va. Et puis après on a donc ça oui il le demande systématiquement, mais c'est une procédure internationale maintenant, donc systématiquement il faudra faire ça. Et vous obtiendrez très rapidement les moyens de paiement, donc carte de débit. Donc ça, c'est du retrait immédiat, en fait, du paiement immédiat, carte de crédit et puis un chéquier. Voilà, parce qu'il y a encore des sociétés qui utilisent les chèques aux États-Unis, en France aussi d'ailleurs. Et Ce genre d'informations, on le découvre peut-être quand on arrive déjà sur place et qu'on veut commencer à faire les démarches d'inscription de ses enfants et et on se dit oups, alors j'ai pas mon normalement, numéro de sécurité sociale. normalement, la personne qui vous a accompagné pour votre visa est censée vous le dire. Elle veut vous dire le premier truc, vous allez à la sécurité sociale américaine. Donc c'est une expérience très sympathique, hein, parce que voilà, c'est à peu près comme en France, hein, c'est une administration. Donc voilà, on attend quelques heures, on connaît bien tous les murs à la fin. Enfin voilà, il faut prévoir des jeux pour les petits si on a des petits enfants, des trucs comme ça, parce que ça peut durer longtemps. Mais une fois que c'est fait, voilà, tout peut s'enchaîner. On a fait l'argent, on a fait le Voilà. logement. Ça, c'était super. Tu donné vraiment des vrais chiffres. Parce que là, ça permet Merci. à la personne de déjà compter et de se rendre compte que finalement, peut-être que le salaire que j'ai négocié est pas assez élevé pour pouvoir maintenir Voilà. mon style de vie en arrivant aux États-Unis. Peut-être qu'il va falloir prévoir plus de temps parce qu'il y a des démarches quand même complexes ou de recherche de logement dans tel quartier pour avoir accès aux meilleures écoles. Parce que c'est quand même une priorité en tant que parent, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on sous-estime et qui évitent aussi les mauvaises surprises? Je voudrais parler de deux aspects. Le premier, c'est la surprise dans les magasins. C'est-à-dire que aux États-Unis, le prix affiché, c'est le prix hors taxe. Donc, quand vous passez à la caisse, vous avez la taxe locale. Et donc, c'est la taxe du county dans lequel vous achetez les biens. Et donc, ça varie de 5%. Il y a des États où c'est peut-être un peu moins, mais à peu près 5% jusqu'à 12%. Donc, grosse surprise quand vous passez à la caisse. Donc ça, il faut le savoir. Dans les restaurants, il faut aussi rajouter le type. Et le type, c'est à peu près 20% parce que c'est le salaire du serveur. Donc, voilà. Donc en gros, ça, c'est un truc qui surprend beaucoup pour les gens qui sont jamais venus aux États-Unis. C'est très désagréable au début. Puis bon, après, on s'y fait, hein, On calcule. voilà. Et le deuxième point, c'est de construire son credit score. Si votre objectif, c'est d'acheter un bien immobilier aux États-Unis, il faut quasiment que dès le premier jour, vous commenciez à construire votre credit score. Votre credit score, c'est une note qui vous est attribuée sur votre comportement par rapport à vos finances. Donc, c'est en gros, est-ce que vous consommez et est-ce que vous remboursez en temps et en heure vos crédits? Et donc ça, c'est très, très spécial. Et pareil, je recommande de se faire accompagner par un broker
qui va vous dire quelle carte prendre, combien mettre sur telle carte, etc., pour démêler vraiment cette nébuleuse qui est essentielle en fait, parce que en fonction du credit score, on va avoir des taux d'intérêt différents. On va avoir un accès aux emprunts plus facile. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et dernier point sur lequel je voudrais insister, avant d'arriver, travaillez votre anglais. Essayez au maximum d'être le plus à l'aise en anglais parce que, pareil, ça va vous aider énormément dans votre installation. Ils vont être très patients. On est dans le sud des États-Unis, les gens sont hyper gentils, prennent le temps, etc. Mais bon, il y a un moment donné où soi-même on est bloqué, on n'arrive plus à dire ce qu'on veut dire, etc. Donc vraiment, voilà, regardez Netflix en anglais, faites des cours intensifs d'anglais, comme ça, quand vous arrivez, vous êtes vraiment à l'aise. Moi, j'ai connu des gens qui sont arrivés ici qui parlaient pas anglais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je te remercie Aurélie, c'était super parce que je pense que la personne, le couple qui souhaite emménager aux États-Unis avec ses enfants et surtout à Atlanta peut déjà prendre les informations que tu as données pour pouvoir calculer le budget qui est nécessaire et les démarches à faire. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme, ça nous aide à remonter dans les recherches. Si tu connais quelqu'un qui emménage à Atlanta, n'hésite pas à lui envoyer ou même à le partager sur le groupe WhatsApp des Français d'Atlanta pour donner ces informations aux personnes qui arrivent bientôt. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle ville cet été. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonne journée.